Bonjour à tous, voici la vidéo de correction sur la séquence qui porte sur l'alimentation éco-responsable. Cette vidéo va faire la correction de la séance 1, être un consommateur éco-responsable. L'objectif de cette séance est de prendre conscience des gestes à adopter pour avoir justement un comportement éco-responsable. Comme chaque chapitre de PSE, on commence par une situation, un problème. Celle-ci est composée à la fois d'une vidéo et de deux infographies. Donc, une infographie, c'est une image avec des pictogrammes, des dessins qui va présenter différents chiffres, différentes statistiques sur un domaine en particulier. Donc, il fallait, à partir de cette situation, un problème, identifier la problématique et faire une phrase. C'était donc comment limiter le gaspillage alimentaire. Pour rappel, une problématique, c'est quoi? C'est un problème sous forme de question auquel on aimerait apporter une réponse. Donc la problématique qui va suivre, qui va chapeauter l'ensemble de ce chapitre, c'est justement comment limiter le gaspillage alimentaire. Il fallait ensuite identifier les différents éléments de la situation. Donc quelle est la nature du problème? La nature du problème, c'est l'impact du gaspillage alimentaire sur l'homme et les ressources environnementales. Qui est responsable? Dans la vidéo, on vous dit que chaque acteur de la chaîne alimentaire est responsable. Chaque acteur, c'est-à-dire de la production d'un produit jusqu'à l'arrivée dans votre assiette du produit. Donc, on va avoir du gaspillage alimentaire à l'échelle de la production sur une quantité de fruits et légumes produite, on va forcément en perdre une petite partie parce que le produit n'est pas conforme, de petite taille, etc. Donc déjà à la base de la production, on a du gaspillage et puis tout à la fin de cette chaîne, c'est-à-dire lorsqu'on arrive dans vos assiettes, et ben ça vous est peut-être arrivé, pas souvent je l'espère, de jeter des restes dans votre assiette à la poubelle. Vous vous servez, vous n'avez pas tout mangé, vous jetez des aliments à la poubelle. Le gaspillage alimentaire concerne la production et également le bout de la chaîne, c'est-à-dire vous. Où cela se passe-t-il? Eh bien, dans le monde, la France n'est malheureusement pas le seul pays touché. Comment le problème se manifeste? On vous dit dans l'infographie numéro celle-ci que 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Pourquoi c'est important de régler ce problème pour la planète? Car on vous dit que 40% des ressources en eau et en énergie sont utilisées inutilement, on y arrivera, pour produire de la nourriture. C'est ce que vous avez ici. Donc, puisqu'on a du gaspillage alimentaire en début de chaîne lors de la production, ça veut dire qu'on a donc utilisé de l'énergie, qu'on a donc utilisé de l'eau pour au final jeter un pourcentage de la production. On a donc gaspillé ces ressources en eau et en énergie qui sont précieuses pour le fonctionnement de la planète. Ce qui augmente donc les émissions de carbone, entre autres. Et pourquoi c'est important pour l'homme de régler ce problème? Car on vous dit que 17% de la population mondiale ne mange pas à sa faim. Donc on a à la fois un problème qui est environnemental et à la fois un problème sociologique plutôt lié à l'homme, puisqu'on a quand même une partie de la population mondiale qui ne mange pas à sa faim. Dans l'activité 2, les comportements d'un consommateur éco-responsable, il fallait commencer par définir ce qu'on appelle définir l'objectif du développement durable. Alors l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il permet de faire, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il permet d'atteindre, qu'est-ce que permet d'atteindre le développement durable. Donc il vise à éradiquer la faim dans le monde et à réorienter les pratiques agricoles en fonction d'objectifs d'accès à l'alimentation pour tous, de qualité et de préservation de l'environnement. Comment schématiser le développement durable? Eh bien, en utilisant ce schéma. Donc, le développement durable, en fait, il se trouve au centre et on voit qu'il est à la croisée du développement social, du développement économique et du développement environnemental. Au centre, au cœur de ces trois types de développement, si vous voulez, on va retrouver le développement durable. Le développement durable, a des notions environnementales, puisque l'objectif est de préserver l'environnement dans lequel on travaille. Le développement durable a aussi une notion sociale, puisqu'il permet l'insertion, donc ça permet de fournir du travail,
etc. Et on a aussi une notion économique, puisque l'objectif du développement durable est d'avoir des produits qui sont, d'obtenir plutôt un système qui est économiquement viable. Donc le développement durable est un développement qui permet à la fois de conjuguer l'environnement, donc des produits qui sont respectueux de l'environnement et de la nature, des produits qui permettent de développer une économie à la fois pour le producteur et à la fois pour la personne en bout de chaîne, c'est-à-dire vous, les consommateurs. Et le développement durable a aussi un enjeu, un objectif social, limiter l'exclusion, favoriser l'insertion dans le but de la santé des populations, par exemple. Dans le document numéro 2, vous aviez 2 vidéos à regarder. Chacune vous permettait de définir in fine la notion de circuit court. Un circuit court, c'est quoi? C'est un circuit qui comporte au plus, c'est-à-dire au maximum, un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est-à-dire que on a un produit, un aliment, des fruits, des légumes, peu importe, qu'il est produit par l'agriculteur et il va directement passer de la main du producteur à la main du consommateur avec au maximum un intermédiaire. Si on a plus d'un intermédiaire, eh bien, ce n'est pas considéré comme un circuit court. Lorsque vous achetez des aliments en supermarché, comme c'est mon cas aussi, ce n'est pas un circuit court. Entre le moment donné où le produit est sorti de la terre de l'agriculteur, par exemple, entre le moment donné où il arrive dans votre assiette, il a eu plusieurs intermédiaires. La chaîne du froid, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. On va avoir les personnes dans les usines qui vont mettre les fruits et légumes dans des contenants. Donc, on va avoir le côté packaging des produits. On va avoir les travailleurs du supermarché. Bref, on va avoir plusieurs intermédiaires entre le producteur et vous, le consommateur. Donc, les intérêts d'un circuit court, c'est de pouvoir acheter au juste prix. Pourquoi? Parce que si on limite les intermédiaires, c'est-à-dire qu'on limite également les personnes qui doivent recevoir de l'argent sur le produit, donc on peut vraiment acheter au juste prix, ce qui permet d'avoir une meilleure rémunération du producteur, parce qu'il faut savoir que lorsque vous achetez un produit, eh ben, entre-temps, eh ben, le prix auquel l'a vendu le producteur n'est pas forcément ce qu'il va recevoir à la fin dans son porte-monnaie. Il y a tellement d'intermédiaires qu'il va avoir différentes taxes, différents prélèvements qui vont s'ajouter au fait à ce qu'il va réellement payer. Ça permet de créer un lien avec le producteur et c'est la même chose pour vous. Lorsqu'on a cette habitude d'aller toujours à la même boulangerie, on crée des liens avec les commerçants du quartier. On favorise aussi des produits locaux et frais. Dites-vous que si vous achetez des produits qui proviennent d'un circuit court, ça veut dire qu'il y a le moins d'intermédiaires possible et que donc ce sont des produits qui proviennent de la région, par exemple, et que donc ils ont moins traversé le monde et qui potentiellement ils ont moins perdu en qualité et qui sont donc meilleurs en termes de goût, voire même meilleurs pour la santé. Pour l'environnement, ben, ça permet du coup de limiter les productions de gaz à effet de serre, ça limite les emballages, ça réduit la pollution, etc., etc. Et pour l'économie, eh ben, ça permet de maintenir les emplois au niveau local. Comme je vous ai dit, ça permet de financer, de donner du travail, de faire travailler les gens qui sont dans votre région, dans votre département par exemple. Ok, document 3, l'empreinte carbone en kilogrammes de CO2 par kilogramme de quelques aliments. Donc, pour ces différents aliments, vous avez à chaque fois la quantité de CO2 en kilogrammes émise pour 1 kg de l'aliment. C'est-à-dire que pour 1 kg de bœuf qui provient d'Amérique du Sud, on a produit 28,9 kg de CO2. Donc, il faut savoir que la viande rouge, le bœuf, est la viande qui a l'empreinte carbone la plus élevée. L'empreinte carbone, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, l'ensemble de la production de CO2 liée à la production du produit. Ça va prendre en compte à la fois le transport, ça va prendre en compte en fait tous les éléments, tous les intermédiaires qui font aller le produit
de l'agriculteur, si vous voulez, du fabricant, jusqu'à chez vous, jusqu'à votre assiette. Donc, par exemple, si on compare 1 kg de poisson pour 1 kg de bœuf, les deux, ce sont des protéines animales. Pour 1 kg de poisson, cela a entraîné la production de 1 kg de CO2. Donc, on peut voir que le porc et le poulet est la viande la plus mangée en France. Pour 1 kg de viande de poulet, on produit 4 kg de CO2 contre 28 kg pour un bœuf qui provient de la région, par exemple. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de l'empreinte carbone? Le CO2 fait partie de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Plus on produit de gaz à effet de serre, plus ces gaz vont s'accumuler dans l'atmosphère de la planète. Et ces gaz à effet de serre sont responsables au fait de ce qu'on appelle l'effet de serre qui participe entre autres au réchauffement de la planète, ce qui va du coup participer à un dérèglement climatique. Vous connaissez un petit peu les conséquences du dérèglement climatique, fonte des glaces, ça va perturber le fonctionnement de certaines espèces animales et végétales, ça va avoir des impacts sur les migrations de population dans le futur. Donc, si on essaye dès aujourd'hui de limiter l'empreinte carbone de nos aliments, on peut avoir potentiellement un impact sur le dérèglement climatique qui est en train de s'installer et qui pourrait s'amplifier dans les prochaines années. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut du jour au lendemain arrêter de manger de la viande, mais ne serait-ce que le fait de savoir qu'un kilo de bœuf produit 28 kg de CO2, ça vous met entre guillemets la puce à l'oreille et peut-être ça vous permettra de réfléchir à comment faire évoluer vos pratiques alimentaires lorsque vous serez un peu plus grand. Alors, il fallait associer ce document à la question numéro 5. Donc, il fallait relever parmi les aliments consommés par les Français, ceux qui ont l'empreinte carbone la plus élevée, c'était le bœuf, qu'il soit local ou qu'il provienne d'Amérique du Sud. Et les aliments qui produisent le moins de kilogrammes de CO2, c'est la tomate de saison, 0,23 kg par kilo de tomate. Et on a aussi les légumineuses. Pour votre culture générale, la saison des tomates, c'est plutôt l'été. Donc, si vous mangez des tomates pendant l'hiver, bah, dites-vous qu'elles ne sont pas produites en France, qu'elles sont produites en Espagne. Donc, cela a entraîné le transport de tomates de l'Espagne à la France, ce qui veut dire production de CO2, de gaz à effet de serre, participation au dérèglement climatique de la planète. Premièrement. Deuxièmement, souvent, un fruit, un légume, lorsqu'il est produit en dehors de sa saison, puisqu'on va user d'artifices avec des molécules ou avec des effets de serre, on va obtenir un goût, une qualité qui est moins bonne que le produit qui respecte naturellement sa saison. Donc, manger des tomates en hiver, premièrement, c'est mauvais pour la planète. Deuxièmement, elles sont souvent moins bonnes. Donc, si vous voyez vos parents acheter des tomates pendant la période de l'hiver, dites-leur pour votre prof de PSE, vous a dit qu'elles étaient souvent moins bonnes que l'été et qu'en plus, ça participait au réchauffement de la planète. C'est en faisant des petits gestes, au fur et à mesure, tous, qu'on pourra peut-être arriver un jour à faire un changement. Dans le document 4, je vous parle justement de la saisonnalité des produits. Je ne m'attarde pas dessus. Pour la question 6, il fallait me dire que pour un consommateur, l'intérêt de choisir des aliments en fonction de ses saisons lui permet de modifier ses habitudes alimentaires en consommant des aliments qui ont un impact carbone moindre sur l'environnement. Si vous vous renseignez sur la saisonnalité des fruits et légumes, ça vous permet d'avoir un impact beaucoup plus limité sur votre environnement. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter les tomates. Vous pouvez ne serait-ce commencer par les tomates. Et puis, dans 2 ans, vous modifierez, ce sera les pommes. Ça ne sert à rien de tout vouloir changer du jour au lendemain. Choisissez un fruit, un légume, regardez sa période de saisonnalité, et quand vous vous rendez compte au fait que vous le mangez en dehors de sa période, vous le supprimez de votre alimentation. Si chacun fait ça, si tous les élèves de seconde de l'ENNA choisissent un fruit et légume, décident de faire l'effort sur un fruit et un légume, tous ensemble, on a déjà un petit peu participé au développement durable. Et pour
quasiment finir cette séance, il fallait du coup faire les questions 7 et 8 en lien avec le document 5 qui s'intitule Agriculture biologique et agriculture raisonnée. Donc, l'agriculture biologique, c'est quoi? C'est donc une agriculture au cours de laquelle on va faire pousser des fruits, des légumes, produire de la viande de bœuf, de la viande de porc, de la viande de mouton, bref, vous m'avez compris. Cette production de viande animale ou de végétaux, fruits et légumes, doit répondre à un cahier des charges strict. Ce cahier des charges, si vous voulez, un cahier des charges, ça va être une longue liste avec une checklist. Et par exemple, sur cette checklist, il va y avoir absence de pesticides, absence d'antibiotiques, absence d'OGM, absence de ci, de ça, de ça. Si vous cochez toutes les cases que vous n'avez pas utilisé tous les produits, eh bien, vous pouvez dire que votre produit est bio. OGM, c'est quoi? C'est un organisme génétiquement modifié. J'ai pas vraiment le temps de m'attarder là-dessus sur cette vidéo. Juste pour vous dire que les organismes génétiquement modifiés, c'est pas mauvais, c'est pas forcément bien non plus, c'est noir, c'est ni noir ni blanc, c'est plutôt une zone grise où les OGM ont eu des avantages pour les hommes et ont aussi apporté pas mal d'inconvénients. Donc c'est compliqué de se faire son propre avis. Donc on aura peut-être l'occasion, lorsque les écoles réouvriront, d'aborder cette notion d'OGM ensemble pour essayer de voir si vous pensez que c'est négatif ou positif. Ok, donc dans la question 7, il fallait expliquer pourquoi acheter des produits issus de l'agriculture biologique ou raisonnée constitue un comportement éco-responsable. Eh bien, parce qu'en utilisant ces produits biologiques, on limite l'impact de ces aliments sur l'écologie, sur les écosystèmes, sur la nature. Pourquoi? Ben parce que les pesticides, les insecticides, les antibiotiques, tous ces produits vont avoir un impact sur la nature. Lorsqu'on utilise des pesticides ou des insecticides, on a une population d'insectes qui a chuté en France, pas qu'en France d'ailleurs. Pourquoi? Lorsqu'on utilise des insecticides, on va avoir des insectes qui vont venir ravager, tuer une plantation. Tu es agriculteur, tu as envie de protéger tes plantations et tu as envie d'avoir le plus de maïs possible pour obtenir le meilleur prix. Ça se comprend. Le problème, c'est que tu n'arrives pas, tu ne peux pas envoyer de l'insecticide uniquement sur ta petite parcelle de terre. Pourquoi? Ben parce que c'est pas évident à maîtriser, parce qu'il y a aussi le vent. Donc, lorsque des agriculteurs utilisent des insecticides ou des pesticides, et ben ces produits ne vont pas se limiter très souvent à leur petite terre. Ils vont se propager avec le vent, ce qui va avoir un impact sur les insectes de la nature aux alentours qui, eux, entre guillemets, n'ont rien demandé à personne, se retrouvent plus ou moins, voire même totalement empoisonnés par l'insecticide. Donc, c'est ça le problème avec ces molécules. Donc, il y a déjà le problème de la nature et il y a aussi le problème où cela pourrait avoir peut-être un impact sur la santé, mais c'est encore compliqué à mettre en évidence. Comment on identifie un produit qui est issu de l'agriculture biologique? Grâce au label agriculture biologique. Ici, le label Eurofeuille, c'est pour un label qui est donc biologique, mais au niveau européen. Et on a le label AB qui est lui un label français. Donc, si vous choisissez un produit biologique quand vous irez faire les courses la prochaine fois, que vous voyez ce logo, ça veut dire qu'il est biologique selon les normes européenne. Et si vous voyez celui-là, ça veut dire qu'il est issu de l'agriculture biologique selon les normes françaises. Le problème du bio, vous le savez peut-être, c'est son prix. Puisqu'on n'utilise pas ces produits, on va obtenir des plus petites quantités de fruits, de légumes, de viande. Et du coup, l'agriculteur va devoir augmenter le prix pour essayer d'obtenir le meilleur prix possible pour pouvoir en fait se verser un salaire tout à fait décent, ce qui se comprend aussi. Allez, dernier document et je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Le document 6, les logos du recyclage sur les emballages alimentaires. Donc, si vous avez bien fait attention, et ce document est associé à aucune question. J'ai mis ce document juste pour que vous puissiez reconnaître maintenant les différents logos de recyclage et d'emballage alimentaire. Donc ici, vous avez les symboles qui vous permettent d'identifier le matériau principal qui compose l'emballage en question. Donc là, on a l'aluminium, on a le verre, l'acier, le PET, donc pour du plastique. Cela permet quoi? Cela permet au fait de savoir, entre autres, dans quelle poubelle vous allez ou pas jeter l'emballage. Alors, d'abord, on regarde si l'emballage est recyclable. Comme vous voyez ce logo, ça ne veut pas dire que
que l'emballage est recyclable. Ça veut juste dire que l'entreprise qui produit l'emballage donne de l'argent au système de collecte, etc. Donc ça veut dire que pour se dédommager de ne pas fournir un emballage recyclé, ils vont donner de l'argent à une entreprise qui recycle pour essayer plus ou moins d'équilibrer sur la balance de la méchanceté et de la bonté. Il vient ensuite le logo, les 3 logos que vous voyez ici. Ces 3 logos signifient que l'emballage est recyclable. Ok. Ensuite, une fois que vous savez que l'emballage est recyclable, il reste à savoir dans quelle poubelle il faut le mettre. Si c'est de l'aluminium ou du plastique ou de l'acier, par exemple les boîtes de conserve, c'est pas de l'acier, pardon. Les boîtes de conserve, les canettes, c'est de l'aluminium, ça va se recycler dans la poubelle jaune, en même temps que le carton ou que le plastique. Et enfin, on a le verre, qui est de toute façon facilement identifiable, même sans ce logo, qui lui va se jeter dans la poubelle verte. Plus simple, le verre, c'est souvent vert, et donc on le jette dans la poubelle verte. Et en plus, ça arrive vert et vert. Après ce jeu de mots magnifique, je finis donc la vidéo en vous disant d'essayer de mettre en place chez vous une poubelle jaune, une poubelle verte pour le recyclage. Faites au moins le vert. Le vert, c'est facile à faire. Ça évitera d'encombrer la poubelle principale de chez vous. C'est le plus simple à faire. Commencez par recycler le verre. Ce sera déjà une très bonne première étape. Très bonne première étape. Ok. Merci pour votre écoute. Bon courage pour la suite. À bientôt.